Personne m'entend, la solitude entraîne des tonnes de pensées noires qui s'enchaînent, le même désespoir qui me traîne, le cœur et la poitrine remplis de peine, les yeux obscurs gravement noyés de haine. Ça n'est même plus moi qui tiens les rênes, mon silence qui résonne jusqu'au ciel. Des angoisses à tout va, mes cris qui se retiennent tout bas. Mon expérience perso, c'est dans les années 80. Moi j'écoutais du reggae, la funk, du disco. Et un jour on entend... je ne vais pas être le seul à avoir entendu son premier, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, le premier rap. Et donc c'est une claque parce que c'est... Je ne vais pas faire un... Je vais pas te la chanter là parce que je parle très mal l'anglais. Il y a les droits aussi. C'est ça. Je vais faire comment il s'appelle ce groupe d'Espagnols, Las Ketchup. Ah oui. Quelque chose. Oui. Ils avaient repris les paroles en ketchup. Oui. Mais en fait, moi, je connaissais déjà le rap avant, puisque dans le reggae, il y a ce qu'on appelle le rub-a-dub. Oui. Et en fait, c'est un toaster, c'est le gars qui vient avec son sound system, ses platines, il passe les phases B, parce que vous ne connaissez pas les phases B, mais c'est les 45 tours. D'un côté, il y avait le morceau original, et de l'autre côté, il y avait l'instrumental. Phase A, phase B. Et sur la phase B, donc il passait les phases B, et dessus, il parlait, et il racontait aux gens ce qui s'était passé à droite, à gauche, il racontait ce qu'il avait envie de dire, s'il était amoureux d'une fille, ou s'il avait envie de se plaindre de la politique. Il prenait le micro et il racontait ce qu'il disait. Avec leur flow à eux, quelques années après, 20 ans, 25 ans après, tu as les rappeurs qui ont repris ça. C'est les allers-retours entre la Jamaïque et les États-Unis. Ça revient, parce que les Jamaïcains, en fait, ils toastaient sur les morceaux américains. Donc, c'est revenu. Et si je dis pas de bêtises, c'est le groupe Chic. Ah oui. Qui fait de la funk. Oui. Et Sugar Hill Gang, ils reprennent le morceau de Chic. Oui, il y avait un lien comme ça, quoi. Donc voilà. Et donc c'est ce premier morceau qui nous... C'est une révélation. Et puis, en France, on voit arriver ça avec la danse aussi. Ah oui. On voit arriver le breakdance. Et puis à la télé, il y a Sydney qui nous apprend à danser. Et puis il y a le tag. Oui. Les tags dans la rue, les graphes, le machin. Salut, moi c'est Zezlou, je suis rappeuse, je viens de Lille et ça fait à peu près 11 ans que j'ai commencé le rap. Il est beau, nounou. À quoi vous restez sage, nounou? À quoi vous restez sage? Comme Barry, j'ai plusieurs chambres et je tourne. Pas mariée, la meuf étante, c'était ton meilleur coup. Princesse Serenity ou c'est leur mood. Pas de jaloux, pas d'embrouille, je fais du hors-piste avec l'amour. Je t'aimerai toute la vie, mon voir le monde d'abord. Alors moi à la base j'étais pas trop disons dans le milieu hip-hop, j'ai été élevée dans le rock and roll et le metal. Je pense que d'ailleurs ça se voit encore un petit peu. Et du coup j'ai découvert le milieu hip-hop à l'âge adulte, on va dire, sur le tard. Mon meilleur pote, Moineau, est rappeur et un jour il m'a invité à participer à un atelier d'écriture. Je me suis dit, pourquoi pas, à l'époque, j'avais rien à faire. Donc j'ai participé à cet atelier d'écriture qui était un battle de courtoisie, qui était mené d'une part par Moineau et d'autre part par MC Métis, Ismaël Métis, qui avait son équipe à Maubeuge et nous, on avait une team Lille-Roubaix. Et en fait, on a commencé à écrire et j'ai rencontré plein de MC, plein de gens du milieu hip-hop. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un milieu vachement... en tout cas de ce que j'en ai vu, ouvert, bienveillant, et qui était en demande aussi d'avoir des nouvelles personnes, notamment des femmes, parce que moi, on m'a dit, en 2013, on m'a dit plein de fois, il n'y en a pas assez, donc vas-y, continue. Et c'est comme ça que j'ai continué. On a formé un groupe avec la rappeuse et beatboxeuse Lexité, qui s'appelait Merta, et on a fait pas mal de dates avec ça. Je m'appelle Ismaël Métis. Et je me définis comme poète hip-hop, c'est-à-dire que j'ai commencé par le rap, surtout, la musique. Et puis aujourd'hui, j'écris aussi pour d'autres courants musicaux et aussi pour le théâtre et pour la poésie pure, on va dire. Mais comme j'ai grandi dans le hip-hop, j'aime bien garder cette étiquette avec moi. Ok. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre le micro et d'écrire? Je voulais changer le monde. C'est beau. Je voulais changer le monde, je ne le trouvais pas juste. À la fois mon monde à moi, mon petit monde à moi d'ado, parce que j'ai commencé à rapper à 15 ans à peu près, et à la fois le monde extérieur, général.
je les trouvais pas justes et je trouvais que déjà que j'avais pas beaucoup de pouvoir moi tout seul, que ce que je pouvais faire c'était écrire des choses et dire que ce monde n'était pas juste et peut-être proposer des choses pour le changer. D'accord. C'était ça mon premier moteur. Nouveau flow, rimes cadencées, turnballisme et human beatbox, le rap vient chahuter l'univers musical français au début des années 1980. Importé des États-Unis, il est la branche musicale indissociable du graffiti et du breakdance, de la culture hip-hop émergée une dizaine d'années auparavant chez la jeunesse afro-américaine de New York. Il se popularise en 1982 avec les radios Carbone 14, Radio Nova puis Skyrock, et surtout à partir de 1984 avec l'émission télévisée du dimanche après-midi HIP HOP. La jeunesse des quartiers imite le style américain. Un scratch, un refrain pour revendiquer ses origines sociales ou sociétales. En France, on essaie juste de copier ce qu'ils font en Amérique. En Amérique, ils ont d'abord, ils jouent dans la rue, ils mettent des cartons par terre et ils dansent, et il y en a qui parlent, il y en a qui rappent. Et les premiers Français, je pense, qui ont essayé de faire du rap en France, c'était... je me demande si c'est pas les punks qui ont essayé d'avoir... Ah ouais. Avec un mec, Lionel D ou un truc comme ça. C'est un truc qui était facile d'accès, plus facile d'accès que la musique. Tu vois. Oui. Je pense que c'est devenu... Ça parlait aux jeunes. Ouais, les jeunes ils se sont dit, tiens, je peux essayer, et puis de découvrir. Et ça allait vite aussi, comme le punk. Ouais, puis ça partait. Il n'y a pas besoin d'apprendre 10 ans à faire de la trompette pour faire de la musique. Tu prends un sample, tu coupes. Après, à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs. Tu coupes tes samples, tu fais ton truc. Ouais. Et hop, tu parles dessus, et hop, t'as un morceau. Ouais. Et ça part. Et puis tu peux balancer ce que tu as envie de dire, que ce soit politique ou social, ou même une histoire d'amour, tu balances ce que tu as envie de dire. Et petit à petit, il reste les meilleurs à la fin. Tout le monde a essayé, tout le monde a pris un micro, a essayé de faire du rap, et bon, il y en a ça marche, il y en a ça marche moins bien. Kadour, il disait, lui, Kadour c'est HK, hein, quand je dis. Oui. Il disait, lui, au niveau, il y avait arrivé les danseurs et les graffeurs et les taggers. Bon, ils ne savaient pas danser, ils ne savaient pas graffer, il restait que son stylo, donc il a commencé à écrire du rap, et ça a marché pour lui. Bah oui. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire de la France. Moi, j'étais pas du tout. Moi, je le voyais en tant que spectateur, tout ce monde-là évoluer. Oui. Et puis, comme j'étais animateur dans une maison de jeunes à l'époque, j'avais les jeunes qui venaient, qui me faisaient écouter des morceaux. Les jeunes, j'étais pas beaucoup plus âgé qu'eux. Et puis, t'en as qui venaient me dire, on aimerait bien avoir un local pour danser. Donc ils créaient un club de danse et puis ils apprenaient des pas ensemble. Je trouvais ça génial, cette culture qui naissait comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'appelait pas ça de la culture. C'est que c'était chiant pour les gens. C'est de la musique urbaine. Enfin, même pas, ils n'appelaient pas ça, c'est de la musique de merde. C'était des trucs de jeunes, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Enfin, puis c'est pas de la danse, c'est du cirque. Enfin, on entend du tout. Aujourd'hui, c'est un peu quand même... aujourd'hui, c'est la musique qui se vend le plus dans le monde. Avant, la musique la plus écoutée, c'était le rock. Maintenant, c'est le rap, quoi. Ouais. Il y a partout, dans toutes les... C'est le courant le plus écouté. Donc, il y a des mentalités ont changé parce que c'est... comme tout le rock à l'époque, dans les années 50, le rock c'était la musique du diable. Elvis Presley, il s'est fait arrêter des concerts parce qu'il bougeait les fesses sur scène. Les policiers étaient sur le côté, ils ont fait arrêter un concert. Donc, à chaque fois, la musique de jeunes, ça dérange. Et puis après, ça devient... les jeunes, ils vieillissent, d'abord. Puis après, ça devient la musique officielle, la musique qu'il faut écouter. Parce que moi, je reste avec ma musique. Le hip-hop en fait partie, le rap fait partie. Mais il n'y a pas que ça. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le groupe HK. Il peut y avoir des morceaux hip-hop, il peut y avoir du reggae, il peut y avoir de la musique orientale. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence, et quand le soir à la télé... On écrit dans sa chambre et on montre ses performances dans la rue et le métro lillois. Parfois des battles ou compétitions entre rappeurs et danseurs. Dans les années 1990, certains artistes de variété s'emparent du style avec des titres qui restent singuliers. D'autres en font leur fer de lance et le démocratisent. On voit émerger les premières stars. À Paris, à Marseille, mais toujours pas en région Hauts-de-France, sans doute encore ancrée dans une culture pop-rock due à sa proximité territoriale avec l'Angleterre et la Belgique. Est-ce que tu crois que
vu que c'est arrivé par ces financements et ce canal-là, on va dire des politiques de la ville et ce genre de choses, est-ce que tu crois que c'est une musique qui au départ a été stigmatisée car pas comprise, comme au départ chaque courant musical? Est-ce que tu crois que ça a suivi son cours normal, que maintenant vous êtes identifié comme tous les autres styles de musique? Bah non. Bah non, et c'est pas moi qui crois, toutes les études le disent. Toutes les études en France, en plus il y en a plein maintenant, depuis 10 ans, disent que le rap n'est absolument pas traité comme un genre musical comme les autres, et je vais même te dire, le rap n'est absolument pas traité comme un genre musical tout court. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à il y a 10 ans, absolument toutes les études, exclusivement, qui étudiaient le rap, c'était des études de sociologie. C'est-à-dire qu'il y avait, ou alors à la rigueur des études de littérature, qui étudiaient le texte, mais pas la musique. Des études de musicologie, etc., beaucoup moins. Ça commence seulement à venir. Donc non, le rap n'est pas un genre musical comme les autres, n'est même pas du tout un genre musical. Tu vois, c'est juste du bruit qui est fait par les gens des quartiers. Et donc, c'est-à-dire des Arabes et des Noirs. Et là, je te dis ça, pourquoi je te dis ça? Parce que tu me demandes si ça a suivi son cours normal, comme le rock et comme les autres genres musicaux. Non. C'est-à-dire qu'effectivement, un genre musical qui naît dans l'underground met toujours du temps à arriver à devenir une mass culture, ou pas du tout d'ailleurs, mais en tout cas, quand ils fait ce chemin, ça met du temps. Avec le rap, ça a mis quand même beaucoup plus de temps. Par exemple, le rap en France, ça arrive dans les années 80, c'est-à-dire il y a 40 ans. Donc une musique qui est arrivée il y a 40 ans est encore aujourd'hui considérée comme une musique de jeunes, ou une musique marginale, alors qu'elle est arrivée il y a 40 ans et que ça fait 10 ans que tous les charts sont top 10, c'est que du rap. Quand sera-t-il une guérison? C'est écrit dans les livres, et ben lisons. Qui c'est qu'on va quitter la raison? Quand c'est qu'on va quitter la région? Quand sera-t-il une guérison? Mes influences, ça va du hip-hop français, forcément, que j'écoutais un peu en 2010, 2013, comme le Club des Losers, Rossé, Lagal, Kazé, voilà, tout ça. Et en passant par le hip-hop que j'aimais quand j'étais gamine, c'est-à-dire Missy Elliott, 50 Cent, que du gros ricain. Et encore maintenant, j'avoue que je kiffe aussi les rappeuses américaines. Parce que elles ont 20 ans d'avance sur le rap qu'on fait ici. Et je peux pas dire que ça m'influence parce que moi j'ai encore quelques années de retard, mais en tout cas on essaye d'y aller. Moi je dirais pas que le rap c'est une musique anglaise, je dirais que le rap c'est un langage, en tout cas pour les textes, parce qu'on parle de ça, c'est un langage du quotidien. C'est-à-dire qu'on écrit comme on parle. C'est ce qui caractérise le rap, et je pense aussi que c'est ce qui fait sa longévité. Parce qu'un courant musical qui reste aussi longtemps au top, en vérité c'est quand même assez rare. Et je pense que ça vient de là. Ça vient du quotidien et du coup ça se renouvelle tout le temps. Et donc comme dans le quotidien je parle en français, je rappe en français. Je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le fait qu'il est pratiqué par des gens qui ne parlent pas forcément une deuxième langue. C'est-à-dire que les ados qui écrivaient du rock dans les années 90, leurs parents ils étaient profs. Où ils étaient, j'en sais rien, tu vois, il y avait un niveau scolaire et un niveau de capital culturel totalement différent de nous quand on a commencé le rap. Moi, quand j'ai commencé à faire du rap, je parlais pas anglais, pas du tout. Mais personne parlait anglais dans les gens que je connaissais. C'était tout juste si ça parlait français. J'abuse, mais tu vois ce que je veux dire. À Roubaix, dès 1987, l'association Dans la rue la danse forme des performeurs de hip-hop. En 1999, le groupe Rebelle Intellect, rebaptisé plus tard Mental Combat, sort son premier EP. Axiom, son fondateur, se fera connaître pour son engagement citoyen et signera la bande originale du film Banlieue 13 Ultimatum, produit par Luc Besson. Des premiers noms circulent en métropole. Juste Cause, Point Critique, Coup de Pression, Les Malfaiteurs, Ministère des Affaires populaires. La Jonction tente une tournée dans des grandes villes françaises. Toutefois, il faudra attendre 2014 pour qu'un rappeur natif de la région connaisse le succès. Gradure. Puis 2021 avec un autre Roubaisien, ZKR. Moi, en tant que femme dans le hip-hop, on m'a quand même souvent ouvert les bras. Surtout au début, alors que c'était bien pourri, que j'avais pas de flow et tout ça. On me disait, vas-y, continue. Maintenant que je me suis entraînée, on me dit toujours que c'est bien. Malheureusement, j'ai l'impression que dans les médias, ils ont une autre manière de voir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait une par an. Voilà, on peut pas en mettre plusieurs parce que il faut une rappeuse. Donc du coup, pour nous, les femmes dans le rap, ça nous met un petit peu en compétition et c'est pas forcément toujours très agréable de se retrouver en compétition. Donc c'est pour ça que moi, je ne rentre jamais dans les compétitions.
que je suis, d'où mon blaze, une zeuzelou dans les compétitions de toute façon. J'en ai rien à foutre de gagner ou de perdre. Et c'est un petit peu ça, en fait, finalement, ce qui fait mon esthétique. Moi, j'écris des paroles, on va dire, que je trouve sérieuses, mais je les amène avec beaucoup d'humour, notamment d'humour noir. J'interagis énormément avec le public pour le faire réagir à ce que je vais dire, que ce soit musicalement ou juste pour le taquiner un peu, ou le pousser dans ses retranchements quand je balance des grosses vannes ultra féministes. Et en général, ça marche plutôt pas mal. Moi, sur scène, je cours partout. J'évolue avec DJ Stamif, qui est un maître scratcher, donc qui amène des scratchs dans le live. Qu'est-ce qui distingue, selon toi, la musique urbaine des Hauts-de-France à celle parisienne ou marseillaise? Il y a vraiment une couleur et une touche musicale? Plus beaucoup maintenant. Plus maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus beaucoup de différences, enfin de touches comme ça, régionales, dans la musique, dans le rap en France. Je trouve, moi, en tout cas. Ouais. À part Marseille, Ouais. qui a vraiment quelque chose. Même Paris l'a plus, selon toi? Je trouve pas. Je trouve que... Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on rappe partout comme on rappe à Paris. Mais en fait, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de courants différents dans le rap, de courants musicaux, je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut... Enfin, ouais, il y a tellement de courants musicaux différents à l'intérieur, même du rap, que ça se différencie plus en termes de région. C'est-à-dire qu'on peut faire du son comme Jul, on peut faire du son comme MHD, on peut faire du son comme Kobalade, on peut faire du son comme Kerry James, on peut faire du son comme IAM, encore aujourd'hui ça existe, on peut faire du son comme Hugo TSR, et c'est pas des questions de région, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a plus à voir. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, je t'ai cité Ben PLG, ZKR, Issa Yasuke, enfin, tu vois, c'est les têtes d'affiche du rap des Hauts-de-France. Rien à voir. Difficile et imprononçable. Moi, très tôt, je l'ai trouvé super classe. Je suis fier d'être français, mais on vient tous de quelque part. Je viens de là où les gens prient la carne à Madonna. Identité enfouie, car vie de famille dynamitée, mère française, père polonais. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Oui. Ils sont nés dans les années 60, mes parents au début des années 60, donc ils ont grandi avec la musique française et occidentale des années 80. C'est-à-dire qu'en gros, ils écoutaient beaucoup de rock et beaucoup de chansons françaises. D'accord. Et après, chez mes grands-parents algériens qui habitaient juste en face de chez moi, là j'ai plutôt découvert les musiques traditionnelles, particulièrement les musiques d'exil, donc le charbi algérien qui chante l'exil, d'Ahmed El-Harachi, etc. Donc Ahmed El-Harachi, celui qui chante le fameux Yarayah. Oui, le mythique. Et voilà, donc c'est la musique qui passait dans le garage de mon grand-père, parce que mon grand-père squattait dans son garage, dans une rue où tout le monde squattait dans son garage, c'était des garages ouverts sur la rue. Quand je dis que je suis d'origine algérienne et polonaise hors des Hauts-de-France, les gens sont très étonnés. Dans les Hauts-de-France, beaucoup moins, parce que je pense que je ne dois pas du tout être le seul, et forcément les gens se sont mélangés parce qu'ils sont venus vraiment en masse. Je pense, dans mon souvenir, le plus vieux morceau de rap que j'ai écouté, je pense que c'est D'ici je pète les plombs, et je me souviens d'une grosse claque avec l'album d'Ayam Ombre et Lumière, qui pourtant est vieux, qui m'est antérieur, qui est sorti, moi j'étais tout bébé quoi, et pourtant je le découvre dans une cassette. Je sais pas pourquoi mon père il avait ça, mon père il avait plein de cassettes, et il avait cette cassette là, je l'écoute, et effectivement ça dit à quel point le monde est injuste, et à quel point il y a moyen d'en parler, d'en faire des chansons et de l'art. Et ouais, pareil, je dois avoir ça à peu près à la même époque, je dois avoir 10 ans, 10-11 ans quand je découvre ça, et après j'en découvre plein d'autres. Avant de faire du rap, j'ai beaucoup écouté Sniper, Psychiatre de la rime, Diams. On va dire que c'était ça les artistes qui marchaient et qui me plaisaient. Et ensuite, un tout petit peu après, je faisais déjà du rap. Il y a Medine et Kenny Arcana qui ont été vraiment les deux gros artistes que j'ai beaucoup écoutés en étant ado et en me formant moi en plus en tant que rappeur. Dès lors, des petits studios, des labels se créent, pour une musique qui a toujours du mal à être reconnue par les institutions. Des lieux apparaissent tout de même. Lara, le bar live à Roubaix, et le nouveau temple des musiques urbaines s'installe à Lille, le Flow. Des associations aussi. Satel Inc. à Amiens, Call 911 qui lancera le festival des Hip Hop Days d'Amas et Zerovis City qui mène des actions éducatives et promotionnelles du hip-hop. Le festival Urbex se crée à Roubaix. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à rapper et quand j'ai commencé à arriver à Lille, toutes les premières années, le débat c'était pourquoi il n'y a pas de rappeurs dans le Nord qui fonctionnent.
qui perce. Pourquoi ça n'existe pas? Et on cherchait. Parce qu'il n'y a pas de manager, parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de label, parce qu'on est trop près de Paris. On disait ça aussi, c'est-à-dire que il suffit de faire 1 heure de TGV et on est à Paris, donc on va aller se développer à Paris, plutôt que de monter nos propres structures dans le coin, comme on fait les Havrais par exemple, chez Dim Records, etc. Donc il y avait toutes ces questions-là, et aujourd'hui la question se pose plus du tout, puisqu'on a vraiment des grosses têtes de pont. Je pense même qu'il n'y a pas une région en France où il y a autant de rappeurs, rappeuses qui fonctionnent bien, hors évidemment Paris-Marseille. C'est-à-dire qu'on a ZKR, on a Ben PLG, on a Issa Yasuke, on a Sto, et c'est chiant de citer parce que je vais peut-être en oublier, mais même chez les plus petits, tu vois, chez ceux qui arrivent, il y a des Jamie, il y a des enfin bref, il y a des Birdie, enfin il y en a plein. Il y en a plein, et en fait plein il y en a toujours eu, mais en plus de plein, maintenant il y a les grosses têtes d'affiche. On a vraiment des grosses têtes d'affiche dans le Nord, et enfin dans les Hauts-de-France en général, et effectivement il n'y avait pas ça avant. Ou alors de manière alternative, c'est-à-dire qu'il y avait MAP par exemple, qui n'était pas vraiment dans le circuit rap, même si c'était des rappeurs. Le fait qu'il y ait un festival de hip-hop, parce qu'on dit urbain, mais bon, il y a un festival avec les arts du hip-hop à Roubaix, de cette envergure-là, avec des têtes d'affiche, etc., ça montre bien l'évolution du hip-hop dans les Hauts-de-France. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le hip-hop s'est construit et n'a pas attendu qu'il y ait des festivals pour exister, et au contraire, aujourd'hui, c'est une culture ou un mouvement culturel qui est tellement implanté partout et tout le temps et chez tout le monde, quasiment, que ça devient une évidence que les institutions s'en saisissent et en fassent quelque chose comme ce festival-là. La région continue à s'enorgueillir de nouveaux talents, entre les partisans de l'indé et ceux d'un rap plus bling-bling. Le Lillois STO, le Tourquenois Ben PLG. Qu'on me laisse tomber, j'aime pas quand elle me dit à l'occasion, ma mère, elle veut pas de cadeau, elle veut juste que je sois pas en retard. Je me réveille, j'ai toujours le même poids sur les paupières, 10 minutes dans l'eau bouillante, je mets toujours le même pot sur les paupières. Le Dunkerquois Leslie Ja, la Roubaisienne Essa Yasuke, étoile montante du rap féminin. Je contemple le ciel, je me dis mon Dieu, qu'est-ce qu'il est grand. À trop passer le sel, je goûte pas mon plat, faut que je pense à ma panse. Quand même les fois où j'aurais pu finir camé, c'est grave tard quand j'y pense. Au fait maman attend toujours sa part de la tontine, faut pas nous prendre pour des cons. Quand même, tout pour mes galériennes et mes foyers. Les Valenciennois de nature morte et bien sûr, le virtuose inclassable Sofiane Pamar qui collabore avec de nombreux artistes. C'est quoi les grands noms en ce moment Est-ce qu'il y a une jeunesse vraiment des gamins là de 20 ans qui... C'est quoi la nouvelle jeunesse et la nouvelle relève là aujourd'hui en 2025 dans l'Hauts-de-France? Tu peux citer quelques noms et puis... Le problème de ça, de cette question et de cette réponse, c'est que là on tourne, il va y avoir un montage, ensuite ça va sortir, la réponse elle aura changé. Ça va si vite que vous. C'est ce qui caractérise le rap aussi, c'est que ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément, et en plus on est aussi une musique de compétition et de battle. Et donc parler des autres artistes, c'est jamais très confortable pour un rappeur, parce qu'en plus, c'est-à-dire que si je vais en citer, j'ai pas réfléchi à cette question. Si je l'avais travaillé, peut-être que j'aurais pu te donner une réponse, mais si je te donne 3 noms, en fait je vais en oublier d'autres, après je vais me dire punaise, j'avais oublié lui, elle, ils vont mal le prendre, etc. Tu vois, mais il suffit de chercher. Il suffit de regarder la programmation du Flow, la Cave aux Poètes, de l'Aéro, de regarder un peu ce qui se passe sur Instagram, et des noms, il y en a. Il y en a quelques-uns qui marchent bien. Mumble rap, G-funk, trap, boons, rap emo, les genres évoluent avec des influences étrangères. Les productions se libèrent des maisons de disques pour l'occupation des réseaux sociaux, véritable baromètre de la popularité musicale. Jusqu'à la fin des années, ou au milieu des années 2010, effectivement, les rappeurs français regardaient beaucoup ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Même jusqu'à l'album de Nekfeu, Tempête, là, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un album de Drake. Jusqu'à là, il y a encore ça. Et après, il y a d'autres esthétiques qui se sont fabriquées. L'esthétique Jul, elle vient pas du tout des États-Unis, et elle a infusé en France. Même l'esthétique afro-trap, les MHD, elle vient pas vraiment des États-Unis, elle a infusé en France. La façon de rapper de la section d'assaut, c'est très parisien, par exemple, ça a infusé aussi. Et aujourd'hui, tu vois, il y a aussi pas mal des influences anglaises. Tu vois, on parlait d'un jeune comme Sto ici, par exemple. C'est très anglais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les influences, elles se sont multipliées parce que le monde est devenu un village. Avec la mondialisation. Avec Internet, surtout. Avec Internet, je parle du monde musical, avec Spotify, Deezer, YouTube, Instagram. C'est un rappeur rwandais, ça vaut un rappeur états-unien dans la façon dont comment je vais le trouver. Tu vois.
Donc il y a ça. Et après, la question du retour aux grands-parents et des influences africaines, des influences maghrébines, en tout cas, pour moi, c'est vrai qu'il y a une petite mode. Il y a une petite hype, ça prendrait du temps d'en discuter. Comment ça se fait qu'il y a plein de groupes, notamment électro, qui reconvoquent cette question des origines, maghrébines notamment. Il y a Tif aussi qui fonctionne en France, qui n'est pas un enfant d'immigrés, qui a grandi en Algérie. Donc c'est encore autre chose, mais ça, je pense que c'est plus un mouvement politique à la base qui a infusé dans la musique que l'inverse. C'est-à-dire que Instagram, Twitter, etc., ont fait pousser toute une génération de moins de 25 ans aujourd'hui ou de moins de 30 ans qui se sont revendiqués de leurs origines et qui ont travaillé sur la question de l'antiracisme et qui se sont revendiqués de leurs origines africaines en général. Et même les asio-descendants ont fait ça d'ailleurs. Les asio-descendants ont fait ça en France. On en parle moins parce qu'ils sont moins. Mais en tout cas, oui, je pense que ça vient d'un mouvement politique à la base et de gens de cette génération, encore une fois, des moins de 30, qui sont influencés par ça, politiquement, et qui, par volonté ou presque naturellement, vont mettre ça dans leur musique. Ouais. Tu vois. Donc c'est plus politique selon toi. Il n'y a pas ce côté, on va dire, digger. Tu vois, toi tu m'as expliqué que c'était vraiment culturel parce que tu entendais ça chez tes grands-parents, mais tu crois que chez la nouvelle génération ils chopent ces influences-là d'une manière politique plus que le côté d'aller chercher quelque chose parce que on est fan de musique ancienne, on veut s'influencer? Oui, je pense que c'est très politique parce que sinon on irait chercher pourquoi je vais pas aller sampler comme dans les années 2000 on samplait la musique classique en France. C'est-à-dire que si c'était un truc de digging j'irais sampler Chopin comme NTM, tu vois. Oui. Et pourquoi je vais aller sampler Ahmed al-Harrachi plutôt que Chopin? C'est quand même en sous-texte, ça veut pas dire la même chose. Tu vois. Bah oui. Onra, qui est un beatmaker qui va sampler des musiques vietnamiennes, bah c'est parce qu'il est d'origine vietnamienne. Tu vois, il aurait pu aller sampler des musiques vénézuéliennes, mais ça ne dit pas la même chose. Une musique d'ascenseur pour nos quartiers leur dit à l'heure où je m'écris, la ville s'est endormie. Tout ça, on verra demain si on s'en est remis. Pour moi, le rap dans le Nord, c'est très très prolifique. C'est-à-dire que je connais pas mal de groupes et de MC. On est déjà une région où il y a du monde et musicalement, il y a énormément de musiciens. Et le rap aussi, ça fédère parce qu'on a besoin juste d'un crayon et d'une feuille, ou même pas, on peut freestyler, on n'a même pas besoin d'écrire. Et donc, je pense que dans le Nord, ça va aussi un petit peu avec notre culture de débrouillardise, on n'a pas trop de sous, d'entraide. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans les hip-hop, c'est aussi de retrouver ces valeurs de partage, d'entraide. Ça me permet de rebondir, tu vois, autant le rock, le jazz, ça devient beaucoup des musiques de live qui vivent sur leur passé. Tout le monde, que ce soit dans le jazz ou le rock, majoritairement, c'est les grands noms qui vont revenir. Alors que le hip-hop, comme tu dis, c'est une musique de l'immédiateté, une musique qui change beaucoup et vous avez des procédés de consommation qui sont autres. C'est-à-dire que chez vous, c'est énormément, ça stream énormément, quoi. Ça stream, t'as même beaucoup de rappeurs qui ne tournent pas, qui font peu de concerts, voire pas du tout. Et vous êtes vraiment plus dans l'enregistrement, la production, tu vois. Oui, alors attention, là tu me dis ça, on parle du rap moins de 30. Oui. Parce qu'en fait, il y a tout un rap plus de 30, c'est-à-dire qui est écouté par les plus de 30 ans, qui est pratiqué par des artistes de plus de 30 ans, et qui se vit différemment. Moi, le premier. Moi, je vis comme un rocker. J'ai fait 45 concerts l'année dernière, tu vois. Il y a des rappeurs qui font 45 concerts dans leur carrière. Et moi, c'est ce que je fais sur un an, et c'est comme ça que je vis. Et par contre, je stream pas, parce que c'est pas là où je mets mes forces, tu vois. Quand je dis pas, je stream pas beaucoup. Donc oui, c'est des pratiques différentes, mais elles sont pas circonscrites au rap. Je pense qu'elles sont plus générationnelles. C'est-à-dire que les groupes de chansons françaises ou de pop de moins de 30 ans fonctionnent comme ça aussi. Ils et elles font des concerts sporadiquement, et par contre ils et elles mettent leur force dans le stream et dans Instagram, dans les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus une question de génération, même si ça a été amené par le rap, mais c'est normal parce que le rap est la musique massivement écoutée par les moins de 30.
Moi, j'anime aussi des ateliers d'écriture. Pour moi, le rap, c'est politique, c'est-à-dire qu'il exprime des choses. On exprime des choses, donc bon, pour moi, une chanson d'amour ça peut être politique, mais voilà, en gros, le rap, c'est une musique qui vient des États-Unis, qui vient des populations afro-américaines qui étaient pauvres, qui avaient envie de faire une musique festive qui leur ressemblait et qui est devenue revendicatrice. Maintenant, c'est vrai que ça s'est un petit peu oublié, mais en tout cas, les rappeurs que je connais dans le Nord ont tous gardé cette revendication, ce côté révolutionnaire, rebelle. On n'a pas envie de se laisser marcher dessus par le gouvernement, les flics ou les fachos, et donc du coup, on rappe et on rappe ce qu'on aime, et on rappe aussi nos idéaux dans la vie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre ? Époque. Et je pense que ça s'est gardé à toutes les époques, c'est-à-dire que des MC qui étaient là dans les années 2000, qu'on croise dans les soirées, dans les open mic, vont kiffer aussi le mouvement hip-hop qui est maintenant, même si parfois c'est vrai que c'est un peu plus esthétique que politique. Moi, je trouve que le hip-hop a quand même beaucoup de choses à dire politiquement, et je pense qu'il continue de le faire, même si il joue un petit peu plus sur l'esthétique aussi, pour pas juste faire du classique boom bap, qui est toujours pareil, voilà. Le rap régional a bel et bien quitté les marges des quartiers pour trouver sa place dans un marché toujours plus lucratif. On est dans un monde où c'est le capitalisme qui gagne comme système économique, partout. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc forcément, le rap ou le hip-hop en tant que mouvement culturel majeur des 50 dernières années, c'est impossible qu'il y échappe. Et donc forcément, le rap est devenu un outil parmi d'autres, un outil du capitalisme, un produit, ou plusieurs produits, plein de produits, festivals, etc. Et ça permet, comme le capitalisme en a besoin, de produire de l'argent, de réinvestir, de faire plein d'argent. Alors oui, effectivement, je fais partie des gens qui en profitent matériellement. Je ne sais pas si on en profite sur le plan des valeurs, des principes et idéologiquement, totalement. S'amène chanter sa haine, qu'ils se plaignent bien que ma musique leur plaise. Seul dans l'arène, mon public salue sa reine, assis sur le trône, je m'y plais. J'organise des événements hip-hop, donc en plus de mes propres concerts, j'organise des open mic et des concerts à Lille avec mon association qui s'appelle le Clan Macléod. On a aussi une émission de radio sur Radio Campus Lille, et en fait notre but c'est de promouvoir le hip-hop indé, local. Bon, pas que un des défauts aussi. Mais local, revendicatif, politique, le hip-hop qu'on aime, en fait, le hip-hop qui a envie de faire bouger les choses. Et de toute façon, des rappeurs de droite, moi, techniquement, j'en connais pas. Donc, en gros, moi, le hip-hop du Nord, c'est le hip-hop qui bouge, le hip-hop qui a envie d'être en lutte. Et moi, si j'organise des open mic et que j'anime aussi des ateliers d'écriture, c'est parce que j'ai envie qu'ils se partagent. Comme moi, on m'a ouvert les bras pour que je rentre dans le milieu. J'ai envie aussi que les gens puissent réussir grâce à un atelier une fois ou à peut-être des séances un peu plus suivies, à s'exprimer, à prendre confiance en eux, à prendre conscience aussi que leurs histoires personnelles peuvent avoir de l'intérêt, même si c'est des gens qui sont, par exemple, éloignés de l'emploi ou en prison ou tout ça, ou des secpas qui pensent que c'est des gros nuls dans la vie. Et en fait, quand ils se livrent, ils livrent un témoignage, tout le monde peut se rendre compte que en fait, ça peut être super intéressant. Et c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens, c'est que... arrêtez de vous censurer, en fait, censurez-vous dans le bon sens, dites des choses qui peuvent vous faire avancer, et puis vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à avoir vécu certaines expériences, et ce que vous allez dire peut être reçu par d'autres, peut faire du bien, vos témoignages peuvent toucher, et en gros, j'encourage tout le monde à écrire, à essayer de s'entraîner, de poser un flow, et qu'on soit gamin comme en EHPAD aussi. Voilà, je pense que le hip-hop peut toucher tout le monde. Il m'a touché alors que j'étais pas dedans. Et maintenant, je me vois pas spécialement en partir parce que c'est un mouvement qui m'a ouvert les bras et j'ai envie moi-même de permettre à d'autres personnes de rentrer dans ce mouvement comme on m'a permis d'y rentrer. Un gosse dans le corps d'un mec là. Montable, refuse d'être jugé coupable. Si elle ne le comprend pas, c'est qu'ils ne sont pas compatibles. Il l'a fait marcher au chantage.